Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Cohabitation, Macron serait-il le chef des armées? Mais en est-il apte? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Philippe Bohen, Rambard, VTT Pollux, Adissé et Caustic. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation et pour cela il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Macron est-il apte au service? Brigitte Macron. Pourquoi Brigitte? Eh bien, Candice Owen s'est fendue d'un nouveau tweet. La France est dirigée par des pervers. Et oui, Candace Owens met le doigt sur le point le plus important, c'est-à-dire la relation entre Brigitte et Emmanuel. C'est le point fondamental. Et pour ceux qui se demandent pourquoi c'est important, c'est parce que Brigitte Macron dirige la France et non son mari, qu'elle a agressé sexuellement en vertu de la loi lorsqu'il était jeune collégien. Tout comme avec le Hunter Biden laptop, nous nous rapprochons de plus en plus du fait que l'ensemble de la presse soit obligé d'admettre que cette histoire est vraie. La France est dirigée par des pervers, des déséquilibrés. Il y a encore quelques semaines, ce point a été considéré comme une théorie du complot. Et aujourd'hui, sur les chaînes de télévision, sur les blogs, tout le monde discute de la santé mentale du président, même sur CNews. Pourquoi Pascal Praud est-il si gêné quand l'excellent Vincent Herouet aborde la question la plus centrale et la plus taboue de la vie politique française? La réponse dans Brigitte et les autres, le dernier numéro de Faits et Documents. Le lien de Faits et Documents est dans ma description. Mais pourquoi Pascal Praud est-il gêné, comme tous ses confrères? C'est qu'ils nous ont vendu un conte de fées, en anglais on dirait storytelling. Le fameux couple glamour, Brigitte et Manu, shabadabada, shabadabada, à grands coups de Mimi Marchand et de Paris Match. Ah, Jupiter, le maître des horloges, le Mozart de la finance. Et là, patatras. Ce sont les macronistes eux-mêmes qui nous expliquent qu'Emmanuel Macron, c'est un sadique, un pervers, un déséquilibré. Et comme un retour de boomerang, la presse est montrée du doigt. Elle est mise en accusation. Alors ils essaient évidemment de masquer leur complicité. Mais trop tard, les langues se sont déliées. Et c'est Jean-Pierre Winter, dans Le Point, qui reprend presque également ce que nous avions discuté pendant des mois. Le président de la République n'est pas sur mon divan. J'ignore ce qu'il éprouve, mais son geste m'évoque ce récit d'un amour transgressif signé Henri de Monterland. La ville dont le prince est un enfant, car il ne faut pas oublier que toute la vie personnelle d'Emmanuel Macron, depuis l'âge de 15 ans, est placée sous le signe de la transgression. C'est un personnage de roman. Mais attention, ne commettons pas de contresens. Personnage de roman, certes, mais un personnage maléfique. La ville dont le prince est un enfant est tirée d'un verset de l'Ecclésiaste. Malheur à toi, terre ou France, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. En formant un couple peu ordinaire avec sa professeure, en épousant Brigitte Macron et en entraînant leurs deux familles dans cette transgression majeure qui n'était pas sans conséquence sur leur entourage, il a au fond signifié à ses proches « Je n'ai pas d'inhibition, rien ne m'empêchera de faire ce que j'ai à faire. Soit vous m'aimez assez pour accepter, soit vous rompez. » La plupart de ses proches l'ont soutenu. Et il me semble vraiment que ce schéma personnel est aussi le paradigme, depuis le début, de son action publique. Je vais aller là où personne n'est allé. Je vais faire du disruptif. Je vais lever les inhibitions. Et vous m'aimerez assez pour me suivre. Là encore, ne nous méprenons pas, le mot inhibition est grave. Ce sont les lignes rouges qu'Emmanuel Macron franchit tous les jours allègrement. Et il pense qu'il va être admiré pour cela. Pas vraiment. Résultat, il est depuis 7 ans l'objet d'une haine violente dans le pays. Et désormais, c'est son camp qui le déteste, à laquelle peu de gens résisteraient. Mais en dépit de tous les signaux, il reste KO debout. Il croit encore être aimé d'un amour inconditionnel. Et c'est un peu cet amour qu'il teste ici à grande échelle. Sauf
que c'est à nous, citoyens, qu'il est en train de tirer une balle dans le pied. Et c'est donc à ce personnage désinhibé, déséquilibré, qui n'a aucune limite, à qui l'on a confié la conduite de notre armée et l'arme nucléaire. C'est terrifiant, d'autant qu'il joue vraiment avec les codes. Sans mauvais jeu de mots, la France n'ira pas s'engager sur le sol ukrainien demain. Le président français a tenté de dissiper dans un podcast les craintes soulevées par ses déclarations antérieures qui n'excluaient pas l'envoi de militaires en Ukraine. C'est donc ce président de la République désinhibé qui n'a aucune limite puisqu'il a été prêt à affronter une puissance nucléaire, la Russie, au sujet de l'Ukraine, mais qui recule aujourd'hui pour mieux nous faire sauter demain. Alors il faudrait peut-être lui enlever d'urgence, à ce gamin pas fini, le joujou nucléaire. Et cette question a été abordée entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. C'est un tournant grave, passe d'armes entre Gabriel Attal et Jordan Bardella sur le titre honorifique de chef des armées. Qu'en dit la Constitution ? Titre 3, le gouvernement, article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Il serait utile que Gabriel Attal lise la Constitution. Mieux vaut tard que jamais. Alors, sous la cohabitation, le président de la République est bien le chef des armées, mais honorifique, contrairement aux affirmations de Bayrou, Aurore Berger et Gabriel Attal. Ah, ils en ont poussé des glapissements, mais heureusement, il est plus que temps d'enlever à Emmanuel Macron ses déguisements et sa panoplie de général en chef. Dans le détail, donc les articles 20 et 21 de notre Constitution affirment que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Par ailleurs, le gouvernement dispose de la force armée. On ne peut être plus clair. De plus, selon l'article 35, c'est le gouvernement qui informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. La décision du gouvernement, pas du président de la République. Là aussi, on ne peut être plus clair. N'en déplaise à Bayrou et à Aurore Berger. Emmanuel Macron n'a donc pas le pouvoir constitutionnel d'envoyer des troupes à l'étranger et donc en Ukraine. Alors oui, Marine Le Pen avait tout à fait raison de dire que sur l'Ukraine, le président ne pourra pas envoyer de troupes. En cas de cohabitation, Marine Le Pen prévient que le titre de chef des armées du président est honorifique. Oui, elle a tout à fait raison. Ce gouvernement est au fond du trou, il ne leur reste plus qu'une seule solution, le tout pour le tout. Vous êtes bien assis ? Législative, Gabriel Attal souhaite proposer un référendum, peut-être chaque année, sur un sujet d'importance pour les Français. Attendez, si je comprends bien, ils n'ont pas proposé de référendum pendant 7 ans. Ils ont refusé la tenue d'un référendum sur l'immigration. Ils n'ont pas respecté en 2005 le résultat du référendum sur l'Union européenne. Et là, à quelques jours des élections, ils nous promettent des référendums, on rase gratis en quelque sorte. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Il faudra dégager ce gouvernement le 30 juin et le 7 juillet. Et pour vous dire à quel point ils sont mal, Emmanuel Macron fait un mea culpa. Oui, c'est stupéfiant. Je fais mon mea culpa. Le logement, grand oublié des partis politiques, revient à la mode. Le mea culpa d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire sur le logement sont raillés par les investisseurs immobiliers. Comment peuvent-ils être encore crédibles alors qu'ils ont coulé la construction pendant 7 ans ? Et Macron supplie les patrons, se traîne à leurs genoux, bat sa coupe. Mais c'est trop tard. Il a perdu donc toute crédibilité. Quant aux investisseurs immobiliers, ils sont critiques à l'égard du Front populaire, tandis que certains regardent avec intérêt les propositions du Rassemblement national. Oui, Emmanuel Macron est prêt à tout. Et au niveau européen, cela se voit. Le groupe Renew au Parlement européen a finalement gardé en son sein le VVD hollandais qui a fait alliance avec l'extrême droite.
Les macronards agitent encore à destination des gogos l'épouvantail RN, mais s'apprêtent déjà à une coalition de type 5. Vivement dimanche, comme disait Michel Drucker. Oui, dimanche, c'est Macron dégage. Chronique Caramba, encore raté. Les renégats LR ont lancé une fois de plus, la troisième, une offensive judiciaire contre Éric Ciotti. Le résultat, eh bien, c'est raté. Je salue la décision du tribunal judiciaire de Paris qui confirme ma présidence, les Républicains. J'appelle à la fin des manœuvres juridiques inutiles et invite tous les Républicains à me rejoindre pour construire la victoire de la France. Le tribunal de Paris n'a pas donné suite à la demande de certains membres des Républicains, les renégats, qui demandaient la convocation d'un bureau politique. Éric Ciotti est donc une nouvelle fois conforté dans sa fonction de président des Républicains. Allez, il est temps d'ouvrir une nouvelle chronique. Les produits illicites, c'est mal. Vous avez deviné, c'est l'heure d'évoquer la France insoumise. Oui, les produits illicites, c'est mal parce que les militants de la France insoumise voient des fachos partout. C'est comme une hallucination chez eux. En même temps, ils appellent fachos tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est à peu près tout le monde en fait. Et pour ces hallucinés, des féministes qui manifestent pacifiquement avec des pancartes, eh bien, ce sont des fachos. Reprenons les faits. Les militants d'extrême gauche et autres antifas nous ont lynchés, nous ainsi que les hommes de notre service de sécurité professionnelle. Et vous avez la vidéo de cette agression dans ma description. Vous pourriez me rétorquer que sur les pancartes, il y avait peut-être du fascisme. Ah, vous marquez un point, vous n'avez pas tout à fait tort. Voter pour le nouveau Front populaire, c'est voter pour Raphaël Arnaud, candidat de la France insoumise, qui agresse et menace de mort des femmes. C'est voter pour Adrien Quatennens, vous savez, celui qui se prend pour le batteur de Supertramp. C'est voter pour l'UJPF, qui finance le fanatisme. C'est voter pour Taha Bouaf, condamné pour racisme. Voici les pancartes qui nous ont valu d'être violentés par des antifas et des hommes qui auraient pu être nos pères. La vérité, rien que la vérité. Alors oui, il y avait sur les pancartes la dénonciation de comportements que l'on pourrait qualifier en effet de fascisme. Et comment réagissent les femmes de la France insoumise face à l'agression d'autres femmes? Sophie Binet, responsable de la CGT. Bravo à toutes et tous d'avoir résisté à l'attaque fasciste du collectif Némésis, s'écrie à la tribune Sophie Binet. Elle les félicite d'avoir frappé des filles. Cela se passe de commentaires. Revenons sur la photographie qui a ouvert ma chronique. Vous reconnaissez ce monsieur en bleu qui tire la langue et qui tient un appareil photo? Il est en train de filmer l'agression des filles du collectif Némésis. Ce n'est pas un inconnu, c'est le père de la députée de la France insoumise, Ercilia Soudé. Là encore, cela se passe de commentaires. Et comment réagit le chef de la France insoumise lorsqu'on lui pose cette question? Un flic mort, c'est un vote pour le Rassemblement national en moins. Que dites-vous, monsieur Mélenchon, à ce slogan scandé dans les cortèges qui vous soutiennent? La réponse: on a le droit de rigoler quand même. Il ne respecte rien, pas même les morts pour la France. Il ne cache même plus sa haine du policier. Résumons, pour la France insoumise, fasciste signifie tout Français qui ne pense pas comme eux et qui respecte la démocratie et la liberté d'expression. Fascisme, réalité. La technique préférée de la France insoumise, l'inversion accusatoire, comme Emmanuel Macron. La chanson préférée de la France insoumise, une chanson de Plastique Bertrand. Ça plane pour moi. Et le film préféré, bien évidemment, affreux, sale et méchant. Sans transition, P de vache. Ah, il y a quand même une transition. Ce sont les alliés de la France insoumise, les écologistes, qui prêtent ce genre de décision. Taxer les P de vache. Fou, qui croit encore que le passe carbone et l'interdiction à terme des animaux de compagnie sont un fantasme ou une fake news, une théorie du complot? Regardez ce que vient de décider le Danemark. Une première mondiale. Le Danemark va taxer les P et les rots de vache. Oui, ce n'est pas une plaisanterie. Flatulence du bétail. Le Danemark va devenir le premier pays du monde à taxer les éleveurs.
Mais certains d'entre vous pourraient me dire que cette mesure est justifiée. C'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Soit. Mais alors comment justifier cette décision d'Olaf Scholz? Le chancelier allemand, Olaf Scholz, veut changer l'Union européenne pour augmenter le nombre d'accords de libre-échange, et notamment le Mercosur, qui serait dévastateur pour l'agriculture française. L'Allemagne n'a que faire de la France et de ses intérêts. Arrêtons d'être naïfs. Une folie. Olaf Scholz, je ne suis pas satisfait des résultats de la politique commerciale de l'Union européenne. Quelque chose doit changer radicalement. Nous avons besoin d'accords de libre-échange, plus nombreux et plus vastes, avec davantage de pays, l'Indonésie, l'Inde, les pays du Mercosur. Donc, si j'ai bien compris, on taxe les flatulences des vaches, mais on multiplie le trafic maritime, accord de libre-échange, qui est la première cause de pollution. Ah, il y a comme une forme d'hypocrisie, et toujours au nom du réchauffement climatique, bien évidemment. Arcom met en garde Sud Radio pour propos climato-sceptiques. Comment oser parler de consensus scientifique quand la personne visée, François Gervais, est physicien, professeur émérite et ancien du GIEC. Pas de vérité scientifique sans débat. Mais ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que François Gervais ne remet pas en question le réchauffement climatique. Mais que lui reproche-t-on exactement? Regardons l'article de Libération. Réuni en Assemblée générale le 26 mai, l'Arcom a relevé que plusieurs déclarations venaient contredire ou minimiser le consensus scientifique existant sur le dérèglement climatique actuel, par un traitement manquant de rigueur et sans contradiction dans la décision publiée sur son site mardi. Les passages problématiques ne sont pas cependant cités. Ah, on reproche quelque chose à François Gervais, mais on ne sait pas quoi. L'Arcom nous donne raison, c'est félicité sur LinkedIn l'association Quota Climat qui avait saisi l'autorité. Et d'ajouter, c'est une première étape indispensable pour réguler la qualité de l'information environnementale dans l'audiovisuel français et aujourd'hui nous l'avons franchi. Et là, on s'écrie bravo, bravo à Quota Climat. Oui, vous savez, les Ramirez du climat, qui dénoncent tous leurs contradicteurs. C'est ainsi que l'on marchera tous ensemble vers la dictature de la vérité officielle. Alors, comme on ne sait pas exactement ce que reproche l'Arcom, il y a des supputations de Libération. Le 7 décembre 2023, François Gervais a par exemple raconté à l'antenne que le réchauffement climatique est un bien car le froid tue beaucoup plus qu'un peu de chaleur. S'il est vrai que le froid cause pour l'heure, attention pour l'heure, davantage de morts que la chaleur en France, cela est en train d'évoluer. Le nombre de décès attribuables aux températures les plus chaudes a doublé depuis les années 70. A calculé Santé publique France en 2022. La tendance va encore s'accentuer, plus ou moins en fonction de la baisse à venir des émissions de gaz à effet de serre. Une étude reprise dans le dernier rapport du GIEC avertit que d'ici la fin du siècle, après près de 3/4 de la population humaine mondiale pourrait être exposée à des conditions climatiques mortelles avec des émissions futures élevées. Eh bien, on en tremble. Bon, je vous entends là, les esprits malins qui sont en train de clamer que certains avaient prédit la fin de la neige en montagne, la submersion des Maldives et la sécheresse pour 2024. Il faut lutter contre le réchauffement climatique. Et le meilleur moyen, c'est de limiter le transport routier. Eh bien, caramba, c'est encore raté. Symbole écologique. Le train des primeurs Perpignan-Rungis menacé d'arrêt définitif. La ligne Perpignan-Rungis, spécialisée sur les fruits et légumes, est arrêtée par la CNCF ce vendredi sur injonction de Bruxelles, comme d'autres services de marchandises. Un très hypothétique repreneur n'est pas attendu avant le début 2026, et ça dans le meilleur des cas. Si j'ai bien compris, augmentation du trafic maritime avec la signature des accords de libre-échange,
Augmentation du trafic routier puisqu'ils sont en train de fermer des lignes de fret. Mais en même temps, ils veulent taxer les pets de vache et les pets de cochon et vous imposer le passe carbone. Il y a comme un problème de cohérence. Et que pensent les écologistes du nucléaire? Centrale nucléaire. Il faudra aller vers leur fermeture progressive selon Clémence Guettet de la France Insoumise. Et les bras nous en tombent. Il faudrait peut-être que les écologistes, la France insoumise, étudient l'exemple allemand. Les Allemands ont quitté l'énergie nucléaire et que s'est-il passé? Eh bien, ils ont augmenté la production d'électricité à base de charbon et de gaz. Oui, l'éolien et les panneaux solaires ne peuvent pas remplacer, sur le plan écologique, le nucléaire. Olaf Scholz. Il exhorte les dirigeants européens à approuver rapidement la nomination d'Ursula von der Leyen. Les dirigeants de l'Union européenne ne peuvent pas se permettre d'attendre et doivent nommer la présidente sortante de la Commission européenne, Ursula, pour un second mandat lors de ce sommet, a insisté le chancelier allemand Olaf Scholz. C'est quand même beau l'Union européenne. Les électeurs avaient envoyé un message de défiance absolue vis-à-vis de Ursula. Et le grand perdant de cette élection européenne, Olaf Scholz, exige la nomination de Ursula qui a été maudite par les électeurs. Après un tel affront à la démocratie, les Français devraient voter pour les partis du Frexit. Les dirigeants de l'Union européenne devraient approuver von der Leyen, Costa et Kallas malgré les critiques. Et oui, ils vivent en cercle fermé, ils n'en ont rien à faire des électeurs et de la démocratie. Et pourquoi s'en feraient-ils les dirigeants européens? Puisqu'ils ont leur caniche sur le sol national. Olivier Faure indique ce soir que le nouveau Front populaire est favorable à l'envoi de missiles pour aider l'Ukraine face à la Russie. Le parti de Mélenchon, c'est le parti de la guerre. Normal, ce sont des européistes. Et qu'en pense Zelensky? Annonce de Zelensky, président de l'Ukraine. Beaucoup de gens meurent. Nous n'avons pas les hommes pour continuer la guerre encore longtemps. L'Ukraine ne veut pas que la guerre continue pendant de nombreuses années. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Beaucoup. Curieux, cette déclaration du président Zelensky est très importante et elle est relayée ici par le Kiev Post. Sur le terrain, les Russes grignotent. Je le constate à chaque reportage. Mais les morts s'accumulent des deux côtés au point qu'on finit par se dire pourquoi 6 mois de plus et encore des milliers de combattants à terre. Qu'est-ce que ça changera? Il faut négocier au plus vite. D'autant plus vite que l'armée de Kiev n'arrive plus à recruter. Alif avec des agents recruteurs pour l'armée ukrainienne. Là où on passe, les rues se vident. Dans la grande ville de l'Ouest, des patrouilles traquent les hommes en âge de combattre pour remplacer les soldats tués ou blessés au front. Et oui, il est temps de négocier. Les Russes ont gagné la bataille économique et sur le terrain, ils avancent. Ils sont en train de laminer cette armée ukrainienne. C'est une véritable agonie. Eh bien, si cette guerre, si on joue les prolongations, c'est la faute de tous ces va-t-en-guerre comme Ursula, Macron et Olivier Faure. Oui, ce conflit devrait être terminé depuis longtemps. Et il y a de plus en plus d'hommes politiques qui le pensent. Aux États-Unis, Donald Trump face à Joe Biden, Donald Trump affirme que la guerre en Ukraine n'aurait jamais eu lieu si les États-Unis avaient eu un vrai leader. Cela semble une évidence. Il y avait donc un match très attendu entre Donald Trump et Joe Biden. Enfin, il n'y a pas eu vraiment de match. Trump, je ne comprends rien à ce que Biden dit. Et je pense que lui non plus. Pas faux, même le traducteur français de Biden souffre de traduire des phrases qui ne veulent rien dire. Et selon les observateurs, Trump a vraiment tué le match. Trump a parfaitement réussi en matière de réduction d'impôts et de croissance. Biden a complètement été écrasé sur cette question. Trump l'a tué, entre guillemets, à cause de l'inflation. Il l'a absolument tué à cause de la catastrophe frontalière. Il n'a jamais mordu à l'hameçon face aux insultes de Biden. Oui, une victoire par chaos. Et pourtant, j'ouvre ma page fantasy, Biden s'était préparé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Emmanuel Macron. Avec les autres, vous aurez la guerre, la misère, la faim, les agressions, les vols, la peur et l'injustice, des virus et des attentats. Alors qu'avec moi, vous les avez déjà.
ce n'est pas faux. Demain, ce sont les salons de conversation et nous ferons la critique de ce livre. Alors, les journalistes sur Brigitte Macron en session de rattrapage. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.